Ouais, ben, il n'y avait pas d'horaire. Quand il faisait beau, on travaillait. Chez Poulet Foin, c'était tout à la main, nous. Hein. On n'avait pas de machine, on avait du café. On allait danser à Saint-Nizier l'après-midi, on montait, alors on prenait le sac tyrolien, on mettait les jolies chaussures et on montait avec des grosses chaussures. Mais bon, on ne faisait pas l'hiver, c'était justement au mois de mai-juin, quand il y avait le bal les après-midi. Et tu allais souvent au café? Oh ben, souvent, pas très souvent, mais aller chercher le journal. Le journal? Le dimanche. D'accord. On prenait le journal, voilà. Pour tout, quoi. On allait sur la route avec les bêtes, il n'y avait pas autant de voitures ni rien, quoi. Ouais. Francoise Maurice, voilà. 83 ans, retraité agricole, si vous voulez. Mon père, mon grand-père se rappelait des diligences. C'était un relais là. Et après, il passait par l'ancienne route, par Pierre-là. Il passait pas la route de dessous, il n'était pas fait. Le grand-père. Hein. Monique d'Albion, je suis née du Rhin, je suis née à Pierre-Ala, à Angers, et je suis née ici à Angers, pas à Grenoble. Et j'ai 67 ans et mes parents ont acheté ce bar au mois d'avril 59. Et puis à cette époque-là, enfin en 59, quand mes parents ont acheté, les gens n'avaient pas de voiture comme maintenant, donc ils montaient avec le car. Ils s'arrêtaient ici, ils allaient en montagne, ils revenaient manger. C'était tout à fait différent que maintenant. Maintenant, les gens, ils ont leur voiture, ils vont à destination. Mais c'est vrai que c'était très, très familial. Moi, Père Maurice, je suis né à Angers, au barrage, en 41. Et depuis, je suis toujours resté sur Angers. J'ai travaillé sur Grenoble et puis ensuite à la mairie d'Angers pendant 26 ans. Moi, je me souviens de remonter de Sassenage, parce que j'ai fait 3 ans de centre d'apprentissage à Sassenage. Eh bien, on montait sur le toit du car, tellement qu'il y avait dit, sur le toit. On allait aux foires avec mon père, on allait aux foires à Villard-de-Lans, sur la porte arrière, il y avait tellement du monde. Il y a un vieux Sorère, ces vieux cars, eh bien, on était incroyable. C'était à la fourche, quoi. Mon père était à la fourche. Il a acheté une moto faucheuse, mon père, en 1948, la première. Une faucheuse. Autrement, c'était tout à la main. Et les bêtes, pareil, on liait c'était des vaches à lait qu'on liait hein, pour le travail. C'était pas des bœufs, ni des chevaux. Tout le monde avait 4-5 chefs de 3 vaches, tout le monde. C'était... il y avait beaucoup de gens, regarde ici. Oui, mais maintenant il reste une ferme. Il y avait les Francos, voilà, il y avait les Francos. Les Perret, ben, ils avaient des bêtes. Les Dolza, ils ont eu des bêtes aussi. Oui. Il y avait Buisson là-bas, Café des Pêcheurs. Café plus loin là-bas, Café des Pêcheurs. Il y avait là le café Hébert Dolza. Après, il y avait Coinel. Et puis en bas, il y avait le café Flandrin. Il y avait la scierie, moi je me rappelle très bien de la scierie. Hein. La scierie était importante, il y avait 7000 ouvriers, hein, la scierie. Ah oui, c'était très important. Hein. Ils descendaient le bois à l'époque, les années 60, ils descendaient le bois. Il y avait un camion sur Marseille. Hein. Alors moi, je suis Claude Durand, le frère. Et moi, par contre, je suis né ici. Ici. Au Jo, quoi, à la clinique sur Grenoble, mais mes parents étaient déjà là. Et puis il y a une chose aussi qui a bien évolué, c'est que je me rappelle, étant petit, dans les années 60 à 70, sur Angers, il y avait peut-être 3 télévisions. Oui. 3 ou 4 télévisions. Donc
Moi, mes parents, toutes les semaines, on allait veiller, on appelait ça veiller. Donc on partait chez le voisin, chez l'oncle qui était un peu plus haut, et on jouait aux cartes, les dames tricotaient, les enfants jouaient. Et puis le lendemain, il n'y avait pas école, et on redescendait en luge s'il y avait de la neige d'hiver et tout ça. Et on allait même jusqu'à Lens voir de la famille et tout. Après, quand il y a eu la télé, ça a bien changé. Ça a bien changé, oui. L'hiver, des fois, on faisait autre chose le soir. On attachait les luges, on montait là-haut, un petit peu plus haut, on attachait les luges et on descendait. Mais bon, comme c'était gelé, on traversait la route. Et comme chez le voisin, à ce moment-là, il n'y avait pas de portail, on allait s'arrêter dans le champ. Mais bon, heureusement qu'il n'y avait pas les voitures de maintenant. Gilbert Coquet, il y en a pas qui sont morts déjà. Roger Second, ça c'est Tonton Guy au train. Ah bon? Bah oui. Et toi, ça c'est Joël Arnaud, ça. Toi t'es là. Ça c'est Annie Chapailly. Okay, here we go. Ben là, il y a Raymond Coinel, il y a Robert Coinel, il y a Robert David. C'était Morcelli avec celui-là, puis son frère, ces trois-là. Après, lui, c'est Olivier Perret, et lui, c'est Jérémy Perret, les enfants de la maîtresse. Ouais. Attends. Ça, c'est son... Et lui, c'est leur frère. Tu sais, c'est Cyril qui est là-haut, ouais. Mais ils ont la même chemise. Oui, ça, c'est Verdoya. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors attends, par contre c'était un photographe qui venait, c'était pas les maîtresses, ni les parents, ni rien, c'est quelqu'un qui venait de l'extérieur. Et on faisait la photo la plupart du temps là, dans la cour de l'école. En ce moment on l'a fait vers la mairie ou vers l'église, là c'était dans la cour de l'école. Alors moi je suis Mosette, je travaille à l'école depuis 1983. Quand j'ai commencé à travailler, c'était la salle de classe. Donc la maîtresse était là derrière son bureau, là il y avait les enfants avec des bureaux en bois, comme quand il allait là-haut, tu sais. Et là, au milieu, il y avait un poêle avec un tuyau qui allait là-bas. Et puis moi, je venais faire le ménage, et puis un matin, c'était avant Noël, il y avait du hou. Et j'avais mis le hou dans le feu. Et plaf, ça s'est enflammé dans l'âge pilé. Ça n'a pas brûlé, hein, on n'avait pas eu peur. C'était nous qu'on amenait le bois, qu'on allait le chercher, soit au Galta, ou alors de l'autre côté, là-bas, que c'était pas occupé dans la salle. Bon, maintenant, ça a tout été transformé. Voilà, il y avait des piles de bois, il fallait les chercher là-bas. Mais enfin, c'était tout, surtout en hiver, tout intérieur. On montait les escaliers, et puis après, on les redescendait. Voilà, on mettait le bois, chacun mettait sa brassée de bois dans une caisse, là, à côté du poêle. Voilà. Alors, je suis Michel Perret, et donc moi, j'étais institutrice à Angers pendant 20 ans, quoi. Puis voilà, les enfants venaient tous à pied. Là, j'ai dit un petit peu ce qui est différent, quoi. Hein. Ils arrivaient tous à pied. Il y en a qui venaient quand même d'assez loin, même l'hiver. Bon, ils avaient l'habitude, ils étaient courageux, puis je crois que ça... Ils arrivaient toujours trempés, alors il y avait le poêle à bois, puis après on avait fait mettre quand même une petite grille autour pour protéger, mais ils se déshabillaient, ils enlevaient parce qu'ils leur tenue, ils étaient... puis on les faisait sécher, quoi, ils se séchaient. Vu l'éloignement, alors il fallait porter mon casse-côte de midi, le matin, que je mangeais là-bas à midi. Voilà. Et on était plusieurs, 5 ou 6, les plus éloignés. Voilà.
Et c'était parce que quand j'avais 5-6 ans, c'était les plus grands. Il y avait des filles assez grandes, de 13-14 ans, qui s'occupaient de nous. Voilà. Nous étions 45, toutes sections confondues, sauf il n'y avait pas de maternelle. Hein. Oui. Avant, on commençait à 6 ans. À 6 ans, moi j'ai commencé à 6 ans. Et on était 45, une seule institutrice, hein, du CP au CM2. Et ça filait bien le roi, hein, c'était carré. Hein. On faisait de la glissade sur la glace dans la cour. On avait formé un tapis de glace, et puis on glissait, bon, parce qu'on portait des galoches. On était souvent par terre. Il n'y avait pas grand-chose. Les garçons, ils s'amusaient plutôt avec des ballons. Oui, on s'amusait. Après, bon, en classe, le cours de gymnastique, bon, on joue au ballon prisonnier, tout ça. Voilà. Le reste, je sais pas, s'amuser. Ils jouaient, quoi. On n'avait pas... en classe, on ne se levait pas. Maintenant, ils se lèvent. D'abord, premièrement, on vous voyait. Notre instituteur ou notre institutrice, on a toujours vous voyez. Et puis, on ne se levait pas. Et quand on avait quelque chose à demander, on levait le bras. Enfin, toi aussi. Hein? Ah oui, bah oui, donc, ça, on était peut-être nombreux dans les classes, mais on avait plus de... C'était calme. Il n'avait pas... L'instituteur ou l'institutrice n'avait pas à crier pour les faire taire, parce que, bon... Bon, l'hiver, il y avait énormément de... Enfin, il y avait beaucoup plus de neige que maintenant. C'était complètement englouti. Hein, je me rappelle une fois, il y avait tellement de neige, bon, bah, les enfants ne sont pas venus. Ouais. Il n'y avait que Claude qui était monté. Il était monté tout seul. Je l'avais retrouvé allongé dans la neige, puis je lui avais dit, bon, bah, je lui ai dit, puisque tu as fait ça, bon, du coup, on avait travaillé tous les deux, quoi. Alors que maintenant, normalement, je veux dire, normalement, on n'a même plus le droit, maintenant on n'a plus le droit de rester tout seul avec un élève. Mais bon, c'était, bon, à ce moment-là, on avait plus de liberté, en tout. Il y avait plus de liberté parce que bon, il faut dire qu'il faut remettre un petit peu à l'époque, c'est-à-dire que moi je suis arrivée en 70 et on sortait de 68. Quoi. Ouais. Alors il faut dire que les mentalités étaient bien... Présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle Raphaël, j'ai 10 ans et demi, j'habite à Angers, je suis à l'école d'Angers. D'accord. Je m'appelle Alix, j'ai 8 ans et j'habite à Angers. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 9 ans et je suis en CE2 à l'école d'Angers. Et j'habite à Angers. Je suis à l'école d'Angers, je vais à Angers. Je suis à l'école d'Angers. Il y a une quinzaine d'années de ça, l'école a failli fermer. Ce qui est incroyable. Pour différentes raisons. Les gens mettaient souvent leur enfant à l'école près de leur lieu de travail. Et puis l'école n'avait pas très bonne réputation, c'était un peu difficile. Donc les parents à l'époque, c'est peut-être même il y a peut-être bien 20 ans, il y avait de moins en moins d'enfants à l'école. Et les gens du village se sont dit que quand même une école c'était très très important. Et donc ils ont décidé de se bagarrer pour redynamiser l'école, faire revenir les enfants à l'école, travailler sur un projet qui soit fort, faire en sorte que les parents d'élèves puissent soutenir les enseignants hein, pour les accompagner, pour qu'ils aient un petit peu de moyens, pour apporter leur aide très concrète hein, sur des sorties, aider à faire un bricolage, aider à faire une animation. Et à l'époque, ils ont eu une écoute assez attentive de l'inspection académique qui les a aidés dans ce projet-là. Et à ce moment-là, il y a un directeur qui a été nommé sur l'école, qui est quelqu'un qui a beaucoup porté ce travail avec les parents d'élèves et qui a lancé cette dynamique qui du coup s'est poursuivie et qui donne
cet état d'esprit, cette couleur à l'école d'Angin qui est forte. Dès que vous êtes assis, on va pouvoir commencer à regarder dans les poches. Premier indice qu'on trouvait sur le chemin. Le manteau. Il y avait le grand manteau. Et dans le grand manteau, qu'est-ce qu'il y avait comme indice? On a toujours une petite part de nostalgie. Quand on a vécu des événements enfants, en plus dans des mémoires lointaines comme ça, on a souvent tendance à embellir un petit peu les choses. On se rappelle des meilleurs moments, donc voilà, on a toujours cette petite part de nostalgie. Après le moteur, notre moteur aujourd'hui, c'est évidemment, il y a cette part de nostalgie, mais on ne peut pas faire les mêmes choses qu'avant. C'est pas le but. La vie elle évolue, les gens ils évoluent, les besoins des gens ils évoluent, etc. Donc c'est forcément différent. Je pense que ce qui se fait aujourd'hui c'est très bien. Je pense que vraiment on a un village qui est dynamique, il y a des gens qui sont vraiment volontaires pour faire des choses. Et ce qui est bien maintenant, c'est que vous avez les salles pour, tandis que nous à l'époque, on avait que la classe. Hein. Ouais. On faisait ça dans une classe. Alors bon, c'était pas très grand. Hein. Pourquoi l'association des parents d'élèves organise des fêtes? Eh ben, on a deux buts. Déjà, c'est permettre de proposer des événements aux enfants dans lesquels ils se fassent plaisir. Ça, c'est le premier but. Donc, à chaque fois qu'on organise un événement, on essaye de se demander quel intérêt les enfants vont y trouver. Et le deuxième but, c'est de tenir une buvette qui nous permet de gagner un petit peu de sous et qui permet de financer des projets à l'école. Donc, ça permet que les enfants, de payer un bus, par exemple, pour que les enfants aillent au ski, à la piscine, ou après des sorties qui peuvent être rencontrer leurs correspondants dans un autre village, voilà, aller découvrir des choses, faire une sortie au musée, des choses comme ça. Et puis les grandes fêtes, les fêtes principales, c'était l'amicale anginoise qui l'organisait. Enfin, dans mon souvenir à moi, peut-être qu'avant il y en avait d'autres. Hein. L'amicale anginoise, dont je faisais partie, j'ai été quelques années présidente, et on organisait à ce moment-là les kermesses. La kermesse à la fin de l'école, vous voyez, donc il y a beaucoup de photos de cette kermesse-là, où les enfants avaient des jeux, enfin c'était aussi très jovial. Ah bah les vogues, oui, ça, les vogues, c'était dans chaque commune, il y avait... Nous, c'était au mois de juin, notre vogue à Angin. Et dans chaque commune, il y avait une vogue. Hein. Moi, j'ai connu à Corançon, j'ai connu à Croix-Perrin, j'ai connu à Bouilly, j'ai connu à Autran, j'ai connu à Méaude. C'est vrai que les vogues, il y en avait dans toutes les communes. Ça, c'était en quelle année, ça? Oh, les vogues, avant 50. Mon frère qui était beaucoup plus... Il y allait déjà... ils y allaient en vélo, bien sûr, qu'il n'y avait pas de voiture ni rien. Hein. Ils y allaient en vélo, à pied, comme on pouvait se débrouiller. Hein. Mais avant les années 50. Hein. Les vogues ont commencé, pour moi, avant les années 50. Hein. Ce que je regrette, moi, maintenant, c'est qu'il n'y a plus, qui n'existe plus, c'était les fêtes de la Saint-Jean. Les feux de la Saint-Jean. Alors bon, on se réunissait par exemple à Mablon, à un certain endroit, et là on fêtait le feu, les gens chantaient, c'était gai quoi. Hein. Mais ça n'existe plus, je ne sais pas pourquoi, ça a complètement été abandonné. Oh, il y a certainement 20 ans qu'il n'y en a plus. Hein. Donc, certainement, ça a été abandonné. Bon, peut-être que les jeunes ne s'intéressaient plus à ça, enfin les nouveaux venus, peut-être. Voilà, donc ça c'était une belle fête parce que la Saint-Jean, il faisait beau, le feu, c'était magnifique. Comme dans les campagnes, quoi. Hein. Il y a des kermesses qui ont été organisées dans la cour de l'école.
Donc il y avait une scène qui était mise en place avec des spectacles, etc. Il y avait des stands de tir à la carabine, il y avait un jeu de massacre. Alors un jeu de massacre qui m'a marqué. Alors, je ne sais plus à quelle époque c'était, mais je devais avoir une dizaine d'années, donc c'est dans les années 80, où il y avait des boîtes de conserve empilées. Ah, oui, je me souviens. Et sur chaque boîte de conserve, il y avait une caricature d'un conseiller municipal. Et c'était phénoménal. Tu te rappelles de ça, Maurice? Voilà. Et donc tout le monde jouait le jeu, c'était bon enfant, c'était vraiment super sympa. Il y avait aussi une fête très prisée à cette époque, c'était le méchoui. Alors ça, le méchoui nous manque, hein, je vous le dis. Et c'était aussi l'amicale qui l'organisait. Alors c'était un boulot monstre, hein, parce qu'il fallait préparer les moutons et tout, faire hein. Et le méchoui se faisait souvent à la Molière. Le repas des personnes âgées, le repas de Noël. À quelle époque ça a commencé? À quelle époque ça, le repas de Noël? Le repas de Noël. Eh ben. Ça a commencé à quelle époque? C'est l'amicale anginoise qui l'avait aussi démarré. Qui cotisait pour avoir la moitié, enfin payer la moitié. Ah oui, il y avait le pas des violences, même à Angers, chez Mme Durand. Souvent, autrefois, c'était chez Mme Durand. Voilà, donc il a eu de nombreuses années. On rigolait, hein. Oui, c'était. Alors ça c'était la fête toute la journée. On bougeait dans la salle, hein. On imitait le train à vapeur. Alors on prenait le coude de l'autre de devant, il y avait un garçon, une fille, et avec nos bras, qui étaient les coudes, on imitait les locomotives. Et on disait, Joséphine, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je peux, Joséphine, qu'est-ce que tu fais? On imitait le bruit du train, et alors il prenait une cote à ralentisser, il allait plus vite, et à la fin, il rentrait à la fin, Joséphine, qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà. On imitait des choses, mais on bougeait, les vieux bougeaient. C'est pas juste du sauveur, c'est juste du faisseur. Moi je commence, ça va devenir plus ce matin. Super. La vente du jus de pomme. Quand on a conçu la fête de la pomme, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire comme goûter, donc à base de pommes. Et voilà, on a pensé au beignet. D'accord. Merci. Le témoignage. On est filmé. On est filmé. On sait pas ce qu'il va faire de ces images. Souriez les filles, souriez. Très naturel, hein. Moi j'avais un grand-père déjà qui a été trépané pendant la guerre et tout, qui est même devenu aveugle à la suite de ça. La guerre de 14-18. Donc ils se sont battus pour nous, quoi, enfin, pour avoir la liberté. Pour moi ça représente ça, c'est pour ça que j'ai jamais manqué un monument, parce que je pense que c'est pas faire de la publicité, au contraire, c'est rendre hommage à ces gens-là qui se sont battus pour nous. montrer ce monument. Puis je viens toutes les années depuis... Ça en fait des années, non? Ah oui, ça commence à faire. Ok. Oui, ce monument me touche car je me souviens, nous étions à l'école, l'instituteur nous amenait toutes les années pour la minute de silence et tout. Et donc, c'était c'est tout des familles qui aussi, c'est vrai qu'il y en a encore qui existent dans les enfants, les petits-enfants, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup de disparus, bien sûr. Puis,
Moi, j'ai aucune personne de ma famille qui sont encore été... Y avait pas des, avant, il n'y avait pas des enfants qui venaient mettre des fleurs. Non. Si, la municipalité mettait une fleur. Et puis, d'ailleurs, les fleurs de la municipalité étaient mises par les enfants. D'accord. Et puis, en plus, il y a la famille Deblay qui, toutes les années, amène des fleurs aussi. Ça a été une très grande guerre importante. Rien qu'à Angers, il y a eu pas mal de portés disparus, de morts. Et donc, j'ai un souvenir envers ces personnes qui ont souffert et tout. Je me présente, alors je suis Geneviève Panier, née de Belley, c'est important puisque mon père s'appelait de Belley, il faut que je le dise maintenant, et mes parents avaient acheté une petite maison à Angers au début de la guerre, et c'est à ce titre que je suis anginoise de cœur. Est-ce qu'il y a des personnes de votre famille écrites sur le monument? Oui, mon père qui a été arrêté par les Allemands le 15 juin 1944, donc presque à la fin de la guerre. C'est à ce titre que je viens au monument aux morts. Jusqu'au décès de maman, c'est elle qui venait. Oui. Bon, c'était son mari qui était mort. Donc elle venait, et à son décès, ma sœur, ma belle-sœur et moi, ils venons tous les 11 novembre. Et quand nos enfants ou petits-enfants sont dans la région, ils viennent avec nous. Mais c'est rare parce qu'ils ne sont pas sur place. Pourquoi vous pensez que c'est bien de venir au monument chaque année? Eh bien parce qu'il ne faut pas laisser tous ces morts de la guerre dans l'oubli. Il faut savoir que toutes ces personnes, et à Angers, il y en a eu beaucoup à la guerre de 14, il y en a énormément pour un tout petit village. Il faut regarder le nombre de morts pendant la guerre de 14, c'est effarant. Et il ne faut pas les laisser dans l'oubli, ces gens-là. Donc, il faut commémorer, il faut entretenir leur mémoire de façon... Pas que ça ne se reproduise plus, parce qu'on dit ça, mais il y a des guerres partout. Mais de façon à honorer ces gens-là. Et puis après, on était avec les anciens, on vendait les bleuets, les plus grands vendaient les bleuets, les petits couraient à côté. Je m'appelle Philippe Samaille, je suis arrivé à Angers avec ma femme et 4 enfants en 1964. C'était le moment, la période des Jeux Olympiques. La route nationale qui montait à Angers, ce n'est pas celle qu'on voit actuellement. Cette route, c'était très sinueuse et elle a été modifiée pour les Jeux Olympiques. Et à cette époque-là, c'était vraiment catastrophique. Quand on venait à Angers, il fallait suivre le car, impossible de le doubler. Et si on regarde tous les endroits que les parkings, c'était l'ancienne route. Voilà, c'était vraiment pénible. Et alors, en 1966, la route a été modifiée pour les Jeux Olympiques et elle a été bloquée pour nous pendant
combien de temps? 6 mois. Pendant 6 mois. Si bien que pour aller à Grenoble, pour travailler, il fallait partir sur Lens, Saint-Lizier et descendre à Grenoble. C'était pénible. En plus, quand on était arrivé en 1964, il n'y avait rien qui indiquait que l'église, la mairie, rien n'était indiqué. Et de ce fait, on cherchait un terrain pour construire, et c'est à Lens qu'on nous a appris que pour découvrir le village, il n'y avait qu'à suivre le curé de Lens. Si bien qu'on a attendu que le curé de Lens venait dire la messe à Angers pour découvrir une route qui mène à l'école et à l'église. Et de ce fait, on a été surpris, et ça correspondait exactement à ce qu'on voulait. Et on s'est renseigné ensuite, et puis on a acheté le terrain que nous avons aujourd'hui. Alors, on est remonté dans le nord de la France, parce que, bon, c'était pas les vacances, il fallait gagner ses croûtes, donc on retournait dans le nord. Et l'esprit étant à Angers et habitant là-haut, on plie bagage, on quitte tout. Et du jour au lendemain, on a téléphoné à la mairie d'Angers qui nous a trouvé une maison au bord d'un national, là où habite Alain Francos. Et on a vécu pendant 2 ans dans cette maison, le temps de se mettre d'aplomb. Et puis alors, on avait quitté Tourcoing avec un bel appartement, 2 salles de bain, parquet, jardin et puis garage. Et on est venu ici pour avoir le minimum de loyer à payer parce qu'il fallait débourser les sous pour le terrain. Et on avait une maison avec de la terre battue et un robinet d'eau. Pas de water. Pas de water, et puis vraiment comme les clos d'eau. On a vécu 2 ans là-dedans, le temps qu'on se remette d'aplomb. Et on était heureux comme des rois. Et bon, ils avaient une vie très 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 rustique aussi. Hein. Bon, la ferme, leur maison par exemple, il y avait la pièce, et juste à côté là, c'était l'étable. Hein, ça communiquait. L'étable et la pièce communiquaient, et c'était nécessaire pour la chaleur, comme ça. C'était les vaches qui chauffaient l'étable, qui chauffaient la maison. Voilà. Et cette dame qui s'appelait Suzanne. L'ambiance était très bonne. Cet enfant, et puis qui nous a accueillis vraiment. Très sympathique. Vraiment. Bras ouverts, quoi. Hein. À tel point qu'un jour, je me suis retrouvée. Les gens, ils étaient ne la connaissant pas, notre voiture était garée là, tout à coup, je trouvais un gros paquet de haricots verts dans mon coffre. Je dis, mais d'où ça vient ça? C'était cette dame qui m'avait donné des haricots verts. Moi, on était heureux, mais les 2 pieds dans la solidarité. Voilà, c'est le problème. Mais vraiment heureux parce que de voir le cadre, et on vient du Nord, donc ça a tout changé, et notre manière de voir les choses, alors notre vie a complètement été transformée, quoi. Oui, comique, parce qu'il y a la cheminée qui est là. En fait, il faut avoir la cheminée qui est là, et au point de départ, quand les enfants étaient petits, la télévision était dans l'autre angle là-bas. Ah, dans la cheminée, là. Donc, on se mettait là, on enlevait les fauteuils de la 2 chevaux, parce qu'on n'avait pas de sous pour acheter des fauteuils, donc on se mettait dans les fauteuils de 2 chevaux, et on regardait la télévision près du feu de bois. Et pour ne pas couper le bois, mon mari mettait des arbres complets dans la cheminée. Alors l'arbre brûlait petit à petit, enfin il calait là, et puis on poussait l'arbre jusqu'à ce qu'il... Alors on était assis de chaque côté de l'arbre. Et quelquefois on mangeait sur l'arbre. L'assiette sur le tronc, en équilibre. Les pieds sur le béton parce que le carrelage n'était pas fait. Ça c'était le moment de la veillée. C'était notre veillée à nous. C'était original, quoi. On se marrait. C'était drôle, oui. Et puis on poussait l'arbre, et l'arbre se consumait. En fait, c'est d'imagination, quoi. C'est marrant. Non, mais c'était drôle. Mais je pense que pas beaucoup de gens le feront, ça. Et la vie est merveilleuse. Non, mais c'est vrai. Oui. Aujourd'hui, on préfère plein de choses aujourd'hui, mais il y a trop de facilité. Non, arrête de dire ça. Non, si, il y en a qui ont des difficultés, bien sûr. Regarde les jeunes qui n'ont pas de chômage, qui sont au chômage et tout de bâtard, tu crois qu'ils ont des facilités? Ouais, d'accord. Non. Notre époque était peut-être dure, mais beaucoup plus c'est comme ça. Facile, finalement. Les enfants. Beaucoup plus facile. Dites-moi d'où vous venez, pourquoi vous êtes venu ici, d'où vous venez, vos origines. Je suis née à Istanbul,
d'une mère orpheline. Elle a perdu ses parents pendant la guerre des Balkans. Donc son père pendant la guerre et sa mère pendant qu'elle fuyait dans un train qui a pris le feu. Elle est montée sur le toit. Bon, ça c'est... Vous savez, je trouve qu'il ne faut pas s'attacher. Je ne suis pas d'accord avec le souvenir perpétré de l'histoire, parce qu'en fait, c'est jamais d'un côté, c'est toujours l'intérêt est économique. Donc les guerres, c'est les guerres. J'en voudrais pas aux Bulgares. Pour autant, c'est comme ça. La descendance de mon père vient d'un aventurier turc qui est arrivé à Alger pendant la possession, enfin pas pendant la possession, pendant la présence de l'Empire ottoman à Alger. Et à partir de là, il y a eu des mariages entre les Turcs et les familles arabes. Et politiquement, mon grand-père envoie mon père rencontrer Atatürk, qui est le créateur de l'instauration de la République turque en Turquie. Et puis il rencontre ma maman, il se marie. Nous sommes 2 enfants à naître à Istanbul, dont moi. Vous verrez peut-être sur les photos de la Turquie, sur la mer, une petite tour qui s'appelle la tour, en français on appelle ça la tour de Léandre. J'habitais en face. J'arrive, ça s'appelle Engin. C'est le frère de ma camarade de classe qui devient comédien, puis patron d'un théâtre de culture française, parce qu'il jouait toutes les œuvres françaises. J'habite au pied de la Molière, j'écris une pièce de Molière. Il y a mon ancêtre James Sultan, qui était le fils du conquérant de Constantinople, qui n'est pas rien, qui tombe amoureux de la mademoiselle de Sassenage et qui l'amène promener au bord du Furon. À ma connaissance, ça pouvait être que là, parce qu'il n'y a que là où on peut quand même plus ou moins avoir des endroits jolis pour flirter. Je trouve ça magnifique. Voilà ce qu'Angers m'a apporté. Que je veux vous dire que en été, même quand on était jeune, comme toi, il fallait filer au champ. Oui. Et avec les parents. Ouais. Et s'aider à ramasser le foin, à rateler. Ah ouais. Oula. Travail du matin au soir. Ouais. Oui, dans ces pentes, là, ramasser le foin, là. Tout fauché à la faux. Et oui. Et rentrer avec les bêtes, les charrettes à bandage. Oula. Et pour monter les charrettes de foin, là-bas, il fallait 4 bêtes. Ouais. Il était 4 vaches. Sinon, ils n'y arrivaient pas. C'était trop lourd. Ça montait trop, parce qu'il n'y avait pas de route. Si c'était un chemin caillouteux, hein, et juste passer une charrette de foin, là, et monter d'en bas, hein, là-bas, là, il y a la roche, là, tout ça, là-bas, se chercher là-bas dans le fond, là-bas, monter une charrette de foin, ah ouais, puis tout. Ah oui, là, c'était pénible, ça. Bon, chez nous, Engins, ils ont ils ont traîné, ils ont vérifié dans les maisons une journée. Mais enfin, il est rien arrivé, hein. C'est ce qu'on craignait, quoi. Ils n'ont pas... Non, rien n'a été brûlé, et personne n'a été fusillé, quoi. Il n'y a que... Bon, le maire, c'était Joseph Coinel, là-bas. Alors, bon, il était un peu convoqué parce qu'il fallait qu'il présente les jeunes sur la place. Il y avait une liste.
qu'il fallait qu'ils présentent les jeunes à telle heure. Voilà. Parce qu'il y avait un rassemblement qu'eux, ils venaient questionner. Ils les appelaient par ordre. Voilà. Et bon, alors il fallait qu'ils se débrouillent à les chercher, parce qu'ils sont à leur travail, hein, à telle heure comme ça, oui. Alors bon, ils les avaient tous rassemblés, mais il fallait bien faire attention, hein, dans la tenue qu'on avait aussi. Parce qu'ils étaient inspectés de la tête aux pieds. Hein. Ouais. Et même, vous savez, à ce moment-là, par exemple, des souliers américains, là, aux pieds, là, bon, ils le voyaient. Et là, restait de l'emmener, le gars, il restait de l'emmener avec eux. Ouais. Il y en a qu'un qui n'est pas revenu. Hein. Et j'ai bien connu, ouais. Parce qu'il portait le collier. Et, ouais. Et oui, il n'est pas revenu, on dit, vous venez avec nous. Eh oui, bien connu, moi, ouais, bon. Parce qu'il avait une barbe? Fallait pas, hein, ça, c'est de sa faute, hein. Surtout pas ça. Pendant la guerre, je me rappelle, oui, c'était le Vercors, c'était après le maquis, c'était plus haut. Ici, je me rappelle les récessions, premièrement, les récessions, puis j'avais 12 ans, c'était en 37. Et oui, il y avait les maquisards, mais on ne les voyait pas ici, ils étaient sus-sur-main, on entendait parler, quoi. On était jeunes, j'avais 11 ans, mais ils en parlaient, quoi, on entendait parler, c'est tout. Et puis le maquis, je me rappelle vaguement qu'il passait, mais la route, le tunnel n'était pas fermé. Ils avaient les tractions avant, le maquis. Mais ils ont pris pour un maquisard, vous savez, ceux qui vivaient dans les bois, les jeunes, les appelaient les maquisards. Voilà. Voilà. C'était strict, hein, très très sévère. Ça ne pardonnait pas, là. Hein. Ouais. Et puis le maire, il était interrogé aussi. Hein. Et il s'est bien défendu. Ouais. Et il le croyait bien aussi, dans ce qu'il disait. Parce qu'il ne faut pas bafouiller. Hein. Voilà. Et bon, oui. Plusieurs fois, c'était comme ça. Bon. Ici, chez nous, bon, passait puis dans les maisons. Et cette fois-là, ils avaient passé dans la maison un jour, là. Ils avaient fait la tournée, oui. Et chez nous, ils nous ont échappé. Tout va mieux, tant mieux. Bon, montez au Mercier. Ouais. Il y a eu des problèmes ici. Les Allemands avaient ramassé 12 jeunes d'engins. Ils ont emmené à Noyaré. Et c'est mon grand-père qui était maire, Poinel, qui est allé à la Noyaré, à la Gestapo, à la commandature à Noyaré, parce qu'ils étaient recensés à Angers. Et s'ils ne les trouvaient pas ici, qu'ils étaient au maquis. Alors il est allé leur prouver qu'ils étaient recensés, ils n'étaient pas au maquis puisqu'ils étaient ici. Et autrement, ils ne remontaient pas à Angers. Du coup, le maire, il les a sauvés, en fait. Oui, en principe, oui. Parce qu'il est allé à Noyaré avec son vélo. Ah. Et ces jeunes, il y avait Liliébert, les noms ici, quoi. Liliébert, il y a des Espagnacs. Il y avait Espagnac, son frère était instituteur. Et Raymond Espagnac, après, il était sénateur, il disait. Et c'est le grand-père qui était allé à Noyaré, essayer de les faire remonter, quoi, parce qu'autrement, ils passaient. Et ils avaient été recensés sur la commune. Donc s'ils ne les retrouvaient plus, c'est qu'ils étaient partis au maquis. Je me rappelle de ça. Je me rappelle, moi j'étais jeune, hein. Et puis je me rappelle aussi, mais ça ils en parlent après, Jean Prévost, il a été assassiné. Et il a été tué, le tunnel était sauté, il a été tué aux portes de Sassenage. Parce que Jean Prévost, il avait la famille d'Alloz aux côtes de Sassenage. Le docteur Croce, c'était la famille. Et il s'est cru d'aller rejoindre leur famille en descendant du Vercors. Et il s'est trouvé que ce jour-là, il a monté un gars qui venait au ravitaillement à Angers, Fangin, il était habité au Mercier,
il est venu à la maison, il dit ce que je viens de voir, mais il ne savait pas qui c'était. Hein. Il dit ils ont tué les Allemands, mais ils avaient tout leur habit du maquis dans le sac tyrolien. Et puis ils ont fait des sommations, ils ne sont pas arrêtés. Et après on a su que c'était Jean Prévost, qui en parle tant, de Prévost, mais c'était lui qui s'était fait tuer aux côtes de aux portes. Ah, c'est pour ça que votre liste s'appelle comme ça. Et il allait rejoindre sa famille d'Allauge aux côtes de Sassenage. Ce qui se rapporte à Engins et à cette période, c'est que les Allemands, il faut replacer le juin 1944, c'est juste avant la fin de la guerre, puisque Grenoble a été libérée le 24 août. Donc 2 mois après, dans le Vercors, ça bougeait beaucoup, tous les résistants étaient sur les dents, et les Allemands encore plus, parce qu'ils sentaient que ils étaient battus sur tous les fronts. Les Américains avançaient, eux étaient aux abois et ils devenaient très méchants. Donc, les patrouilles qui passaient en Engins, qui au début n'étaient pas agressives, mais ils visitaient les maisons, ils cherchaient les armes, et ils prenaient toute la nourriture qu'ils trouvaient. Mes parents, qui avaient déjà beaucoup de peine à nous nourrir, et qu'ils le faisaient grâce aux cultivateurs d'Engins qui leur donnaient qui du pain, qui des œufs, qui du fromage. Ils ramassaient tout. Et quelquefois même, ils le consommaient sur place, dans le bassin en face de la maison. Et puis, au fur et à mesure que les jours avançaient, avec ce tunnel qui avait sauté, ils devenaient agressifs. Et ce jour-là, du 15 juin en particulier, ils avaient déjà visité quelques maisons par ici, parce que mon oncle et ma tante qui avaient loué une petite maison là à côté, là, ils avaient visité la maison, et j'avais reconnu les chaussures de ma tante dans la besace de celui qui dirigeait la patrouille. Donc ils s'étaient bien servis déjà ailleurs, et ce jour-là, ils ont cru reconnaître dans mon père un résistant, et ils sont devenus très méchants là, parce que à la maison on avait un ami qui passait ses week-ends à la maison, et puis ils avaient ramassé en cours de route un quenelle. Ce quenelle, tu connais Monique, tu sais qui c'est? Quenelle, mais je sais pas. Léon? Non, ce n'est pas Léon, c'était un jeune que je ne connaissais pas. Ils étaient donc 3, ils ont aligné ces 3 hommes contre le mur de votre maison, Monique, les mains sur la tête, et ils ont installé un peloton d'exécution en face. Il y avait 5 ou 6, dans mon souvenir, 5 ou 6 tireurs, armes sur l'épaule. Ils attendaient l'ordre de leur chef de patrouille, qui a donné un premier ordre en joue. On a attendu. Repos. On baisse les armes. Mais on reste aligné contre le mur. Et cette opération s'est reproduite 3 ou 4 fois, à intervalles plus ou moins réguliers. Et nous, les enfants, on était en face et on assistait à ce simulacre d'exécution pendant un temps qui m'a paru une éternité. Et au bout de 3 ou 4 ordres, ils ont ramassé les affaires et ils sont partis. Avec les 3 hommes, ils sont descendus par le petit chemin qui longeait notre maison et ils sont repartis en face
pour rejoindre le col des Aillettes. C'est ça, Monique? Oui, oui. Voilà. Et on ne l'a plus jamais revu. Mais on ne savait pas ce qui était devenu. On ne savait pas. Donc voilà, en ce qui concerne Engin, c'est tout ce que je sais sur cette période-là.